Dans une ville marquée par l'inégalité, une fillette utilise ses dernières pièces pour aider une dame oubliée par le système. Ce qu'elle ignore, c'est que ce geste simple réveillera une ancienne dette qui traverse les générations. Et lorsque la vérité éclate, sa modeste famille reçoit un nouveau départ que personne n'aurait jamais imaginé. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et de nous dire de quelle ville vous écoutez cette histoire. Le vent glacial d'une après-midi de novembre soufflait dans les rues de Paris, charriant avec lui la poussière froide des jours secs d'automne. Isabelle Martin, âgée de seulement 12 ans, ajusta son mince manteau sur ses épaules et serra plus fort contre elle le sac en plastique. À l'intérieur, l'uniforme bleu marine de sa mère sentait encore les produits de nettoyage qu'elle utilisait chaque jour dans la maison des Duval, l'un des hôtels particuliers les plus imposants du 16e arrondissement. La fillette observait les gens autour d'elle à l'arrêt de bus de l'avenue des Champs-Élysées, des cadres pressés avec leurs mallettes en cuir, des étudiants qui discutaient bruyamment d'examens et de soirées, des dames élégantes portant des sacs de boutique de luxe. Elle s'y sentait invisible, comme si elle n'était qu'un détail de plus dans le paysage urbain que personne ne prenait la peine de remarquer. Dans la poche de son manteau, ses doigts jouaient nerveusement avec les pièces que sa mère lui avait données le matin. 5 €. C'était tout ce qu'elles avaient pour les urgences jusqu'à la fin de la semaine. Sa mère, Marie, avait été claire à ce sujet pendant le petit déjeuner, en partageant avec sa fille le dernier petit pain qui restait. « Isa, ma fille, cet argent c'est seulement pour les cas très graves, d'accord? S'il arrive quelque chose en chemin, tu l'utilises. Mais si tu arrives à le garder, on achètera du lait ce soir et peut-être quelques biscuits pour accompagner le thé. » Isabelle avait hoché la tête, comprenant parfaitement le poids de ces mots. 5 €, c'était beaucoup pour elle. Cela représentait 3 litres de lait ou 2 baguettes, ou encore quelques fruits que sa mère adorait acheter quand elle avait un peu d'argent en plus. Chaque centime était planifié, chaque dépense était réfléchie à 2 fois. Le bruit du moteur du bus 478 résonna au loin, poussant les gens à l'arrêt à former une file désorganisée. Isabelle se plaça plus en arrière, comme elle le faisait toujours. Elle avait appris depuis son plus jeune âge que les filles comme elle ne se précipitaient pas pour être les premières, où que ce soit. Il valait mieux attendre, observer, s'adapter. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua la femme à côté d'elle, élégante, mais d'une manière qui semblait s'être construite au fil de nombreuses années. Son manteau de laine beige était manifestement cher, mais montrait des signes d'usure. Ses cheveux grisonnants étaient bien coiffés, mais il y avait dans ses yeux une confusion profonde, presque un désespoir contenu. La dame fouillait frénétiquement dans un petit sac à main, sortant et remettant les mêmes objets à plusieurs reprises. Un mouchoir en papier froissé, un rouge à lèvres presque terminé, quelques bonbons à la menthe. Ses mains tremblaient légèrement, et Isabelle comprit que ce n'était pas seulement à cause du froid. « S'il vous plaît, murmurait la femme pour elle-même, d'une voix qui portait des décennies de raffinement, mais qui sonnait maintenant brisée par l'anxiété. « Où ai-je mis mon portefeuille ? Comment ai-je pu être si négligente ?» Le bus s'arrêta dans un grand crissement de frein et la porte s'ouvrit. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à l'air peu amène, regarda la file de passagers avec l'expression de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs dans le monde. Les gens commencèrent à monter, chacun donnant sa monnaie ou passant sa carte sur le valideur. Isabelle observa la dame devant elle s'approcher du chauffeur d'un pas hésitant. « Excusez-moi, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai perdu mon portefeuille. Je n'ai pas d'argent pour le ticket, mais j'ai vraiment besoin de... » Le chauffeur ne la laissa même pas finir. « Écoutez, madame, sans paiement, on ne monte pas. C'est le règlement. Je ne peux rien faire. »« Mais vous ne comprenez pas, » insista la femme. Et Isabelle vit des larmes commencer à perler dans ses yeux. « Je suis perdue. Je ne sais pas où je suis. Je n'ai pas de téléphone, pas de papier. »« Et qu'est-ce que ça peut me faire ?» répondit le chauffeur, élevant la voix de sorte que plusieurs passagers à l'intérieur du bus se retournèrent pour observer la scène. « Vous croyez que je conduis ce bus pour le plaisir? Vous payez ou vous descendez ?» Isabelle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait bien ce ton de voix, ce mépris déguisé en professionnalisme. C'était le même ton que certains employeurs de sa
Mère utilisait quand elle arrivait avec quelques minutes de retard à cause des embouteillages, ou quand elle cassait un objet par inadvertance pendant le ménage. La dame tenta de garder sa dignité, redressant les épaules et essuyant discrètement ses yeux avec son mouchoir. « Je comprends votre position, dit-elle, d'une voix qui luttait pour rester ferme. Mais n'y aurait-il pas un moyen de... »« Je vous ai déjà dit que non, cria le chauffeur. Vous me mettez en retard, soit vous payez, soit vous vous poussez. J'ai d'autres passagers qui attendent. » C'est à ce moment-là qu'Isabelle sentit quelque chose de très fort s'agiter en elle. Une indignation pure, une révolte contre la cruauté gratuite dont elle était témoin. Sans réfléchir à deux fois, elle fit un pas en avant et mit la main dans sa poche. « Tenez, dit-elle en sortant ses 5 pièces de 1 euro. « 2 tickets, s'il vous plaît. » Le chauffeur la regarda avec surprise, comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. « 2 ? Tu es sûre, petite ? Ça fait 6 euros. » Isabelle hésita une seule seconde. 5 euros ne suffiraient. Pas pour 2 tickets. Mais elle se souvint de la pièce de 25 cents américains qu'elle gardait toujours dans sa poche, un souvenir de son grand-père décédé quand elle était petite. C'était une vieille pièce américaine qu'il lui avait donnée, en disant qu'un jour elle comprendrait sa valeur. « Oui, j'ai ce qu'il faut, » répondit-elle, en tendant l'argent et la pièce. 5 euros et une pièce de 25 cents américains, ça vaut plus qu'1 euro. Le chauffeur prit l'argent de mauvaise grâce, regarda la pièce étrangère d'un air méfiant mais finit par accepter. « Allez, passez, marmonna-t-il. » La dame regarda Isabelle avec une expression de surprise et de gratitude totale. Ses yeux, qui quelques instants plus tôt étaient pleins de larmes d'humiliation, brillaient maintenant d'une autre lueur. « Mon enfant, » murmura-t-elle, en posant doucement la main sur l'épaule de la fillette. « Vous n'auriez pas dû... »« Si, il le fallait, » répondit Isabelle en guidant la dame à l'intérieur du bus. « Personne ne mérite d'être traité de cette façon. » Elles trouvèrent 2 sièges libres au milieu du bus. La dame s'assit avec précaution, encore visiblement secouée par la situation, tandis qu'Isabelle s'installait à côté d'elle. Pendant quelques minutes, elles restèrent silencieuses, observant simplement la ville défiler par la fenêtre. « Comment vous appelez-vous, ma chère ?» demanda finalement la dame. « Isabelle Martin. Et vous ?»« Hélène, » répondit-elle avec un doux sourire. « Hélène Duval. » Le nom semblait familier à Isabelle, bien qu'elle ne parvint pas à l'identifier. C'était peut-être simplement parce que cela sonnait comme un nom de famille riche, de ceux qui apparaissent dans les journaux que les employeurs de sa mère laissaient parfois traîner dans la maison. « Isabelle est un prénom magnifique, » continua Hélène, « et vous êtes une jeune fille très spéciale. Ce n'est pas tout le monde qui aurait fait ce que vous venez de faire. »« Ma mère dit toujours qu'il faut aider quand on peut, » répondit Isabelle, sentant ses joues chauffer un peu. « Elle dit que le monde est déjà assez difficile pour qu'on le rende encore pire. » Hélène sourit, et cette fois, c'était un sourire sincère qui transforma complètement son visage. « Votre mère est une femme sage. Travaille-t-elle ? » ?»« Oui, elle fait le ménage dans des maisons, » dit Isabelle, hésitant à peine. Elle n'avait pas honte du travail de sa mère, mais elle connaissait le jugement qui accompagnait parfois cette information. « C'est un travail honnête et important, » dit Hélène, sans le moindre changement de ton. « J'imagine qu'elle travaille beaucoup. »« Oui, énormément. Elle part de la maison avant que je me réveille et rentre quand il fait déjà nuit. Aujourd'hui, je suis allé chercher son uniforme chez les Duval parce qu'elle l'a oublié hier soir. Elle était très fatiguée. » Hélène acquiesça avec compréhension. « Et vous ? Vous allez à l'école ? » ?»« Oui, je vais à l'école publique du quartier. C'est loin d'ici, mais elle est bien. J'aime lire, surtout l'histoire. La prof dit que je suis bonne en rédaction aussi. »« L'histoire est une matière fascinante, » dit Hélène, et il y avait dans sa voix quelque chose qui suggérait une connaissance profonde du sujet. « Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Les guerres, les grandes découvertes, l'histoire de France ? J'aime tout, mais ce qui m'impressionne le plus, ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, » répondit Isabelle, s'animant à ce sujet. « Comme ces gens qui ont sauvé d'autres personnes pendant la Seconde Guerre ou qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage. Des gens qui n'étaient pas célèbres, mais qui ont changé le monde à leur manière. » Hélène resta silencieuse un instant, regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Quand elle reprit la parole,
Sa voix était plus basse, presque intime. « Vous savez, Isabelle, j'ai toujours admiré ces personnes, moi aussi. J'ai eu la chance d'en connaître quelques-unes au cours de ma vie. » Elle fit une pause, comme si elle décidait si elle devait continuer. « Mon défunt mari, par exemple, a été sauvé par un homme comme ça pendant la guerre. Un soldat français qui ne le connaissait même pas, mais qui est entré dans un bâtiment en flammes pour le sortir de là. » Isabelle se tourna complètement vers Hélène, les yeux écarquillés d'intérêt. « Vraiment? Où ça? » ?»« En Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon mari était très jeune. Il combattait avec les troupes françaises. Il y a eu un bombardement et il s'est retrouvé coincé dans les décombres d'un bâtiment en feu. Tout le monde pensait qu'il était mort. » Hélène s'interrompit, perdue dans des souvenirs vieux de plusieurs décennies. Mais ce soldat, ce héros anonyme, a réussi à l'atteindre et l'a porté dehors. Il lui a sauvé la vie. « Et vous connaissez le nom de ce soldat ?» demanda Isabelle, complètement absorbée par l'histoire. « Nous le connaissions. Mon mari a gardé ce nom toute sa vie. Il disait toujours que tout ce que nous avions réussi à construire, toute notre famille, n'existait que grâce au courage de cet homme. » Hélène sourit tristement. Il s'appelait Charles Martin, sergent Charles Martin. Isabelle eut l'impression que le monde venait de s'arrêter de tourner. Son cœur se mit à battre plus vite et elle dut déglutir 2 fois avant de pouvoir parler. « Martin ?» répéta-t-elle, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. « Oui, Martin, pourquoi? Vous connaissez ce nom ?» Isabelle regarda Hélène avec de grands yeux brillants. « Madame Hélène, mon grand-père s'appelait Charles Martin. Il a été soldat pendant la Seconde Guerre. » Hélène resta complètement silencieuse un long moment, fixant Isabelle comme si elle voyait un fantôme. Ses 6 mains, qui jusqu'alors reposaient tranquillement sur ses genoux, se remirent à trembler, mais cette fois, ce n'était ni de froid ni de nervosité. C'était une émotion profonde et incontrôlable. « Charles Martin », répéta-t-elle, comme pour tester le son des mots. « Vous avez dit que votre grand-père s'appelait Charles Martin et qu'il a été soldat pendant la Seconde Guerre ?»« Oui », confirma Isabelle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Il est mort quand j'étais toute petite. Mais ma mère raconte toujours des histoires sur lui. Elle dit qu'il a ramené quelques médailles de la guerre et des plaques d'identité que les soldats portaient sur la poitrine. » Hélène porta les mains à son visage, respirant profondément plusieurs fois. Quand elle reparla, sa voix était brisée par l'émotion. « Ma chère enfant, vous n'avez pas idée de ce que cela signifie. » Elle se tourna complètement vers Isabelle, prenant doucement les mains de la fillette entre les siennes. « S'il s'agit bien du même homme, s'il s'agit bien de lui, alors vous êtes la petite fille de l'homme qui a donné vie à toute ma famille. » Isabelle sentit une étrange vague d'énergie parcourir son corps. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle, dont elle ignorait l'existence, s'emboîtaient soudainement. « Vous en êtes sûre ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie, » répondit Hélène, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Mon mari est mort il y a 15 ans, mais jusqu'à son dernier jour, il parlait de Charles Martin. Il disait qu'il voulait le retrouver un jour pour le remercier personnellement, mais nous n'avons jamais réussi à le localiser après la fin de la guerre. » Le bus tangua en prenant un virage, mais aucune des deux ne le remarqua. Elles étaient complètement absorbées par ce moment impossible, par cette connexion qui transcendait toute coïncidence normale. « Où habitez-vous, Isabelle? Je dois rencontrer votre mère. Je dois en savoir plus sur votre grand-père. » Isabelle hésita un instant. Sa maison n'était pas comme les maisons où travaillait sa mère. Il n'y avait pas de carrelage brillant ni de meubles coûteux. C'était un petit appartement simple dans un vieil immeuble, avec des infiltrations au plafond et des fenêtres qui ne fermaient pas bien. Mais en regardant Hélène, en voyant la sincérité dans ses yeux, elle sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. « On habite en banlieue est à Montreuil. C'est loin d'ici, » expliqua-t-elle. « Notre immeuble est très simple, mais si vous voulez vraiment rencontrer ma mère, elle rentrera à la maison dans environ 2 heures. Je veux absolument la rencontrer, » dit Hélène avec conviction. « Si cela ne vous dérange pas de m'y emmener, j'adorerais l'attendre. Puis-je aider pour quelque chose? Acheter de quoi dîner ?» Isabelle sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'est pas la peine, Madame Hélène, on se débrouille toujours. »« Je sais que vous vous débrouillez, » dit Hélène avec un sourire affectueux.
c'est plus qu'évident. Mais aujourd'hui est un jour spécial, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas tous les jours que le destin réunit deux personnes de cette manière. » Le reste du trajet se passa dans une conversation intense, Hélène racontant plus de détails sur la guerre et sur la façon dont son mari avait construit toute une vie à partir de la seconde chance qu'il avait reçue. Isabelle, de son côté, partagea les quelques souvenirs qu'elle avait de son grand-père et les nombreuses histoires que sa mère racontait sur lui. Quand elles descendirent au terminus, le soleil se cachait déjà derrière les bâtiments, teintant le ciel d'orange et de rose. Le quartier où vivait Isabelle était complètement différent du centre de Paris. Les rues étaient plus étroites, les immeubles plus bas et plus anciens. Il y avait des enfants qui jouaient sur le trottoir, des femmes qui discutaient sur le pas des portes et des personnes âgées assises sur les bancs de la petite place au milieu du pâté de maison. « C'est ici », dit Isabelle en montrant un immeuble de 4 étages à la peinture écaillée et aux quelques fenêtres aux vitres fêlées. « On habite au 2e étage. » Hélène regarda autour d'elle avec curiosité, mais sans aucun signe de jugement. Elle semblait sincèrement intéressée par la découverte de cet endroit, comme si elle découvrait un nouveau monde. La porte de l'immeuble était toujours ouverte car la serrure était cassée depuis des mois et le syndic n'avait pas encore trouvé l'argent pour la réparer. Elles montèrent l'escalier en béton dont les marches étaient usées par le temps et l'usage intensif. Au 2e étage, Isabelle s'arrêta devant la porte numéro 23. « Ma mère n'arrive que dans un petit moment, » expliqua-t-elle en sortant la clé de sa poche. « Mais vous pouvez attendre à l'intérieur. Au moins, il y fait plus chaud que dans la rue. » L'appartement d'Isabelle et Marie se composait de 2 petites pièces. Une qui servait à la fois de salon et de cuisine, et une chambre qu'elle partageait avec 2 lits simples. La salle de bain était minuscule et se trouvait au bout d'un couloir étroit qui abritait également un bac pour laver le linge. Il n'y avait pas beaucoup de meubles, une petite table en contreplaqué, 2 chaises, un canapé 2 places qui avait connu des jours meilleurs, une vieille télévision et une cuisinière à 2 feux qui occupait un coin de la cuisine improvisée. Mais tout était impeccablement propre et organisé, et de petits détails montrèrent le soin de ceux qui transforment l'affection en décoration. Des rideaux cousus à la main, des coussins faits de chutes de tissus colorés et quelques plantes qui poussaient dans des boîtes de conserve recyclées. « Quelle maison accueillante !» dit Hélène, et il n'y avait aucune fausseté dans sa voix. « On sent l'amour. Qui règne ici ?» Isabelle sourit, fière. « Ma mère dit toujours que la taille de la maison n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la taille du cœur de ceux qui y vivent. Votre mère est une femme très sage. » Isabelle alluma le four pour réchauffer la pièce et prépara un thé pour elles deux. Elles s'assirent sur le petit canapé et continuèrent à parler de leur vie, de leurs rêves et de leurs difficultés. Hélène parlait des endroits qu'elle avait visités, des personnes intéressantes qu'elle avait rencontrées au cours de sa vie, toujours de manière simple et sans ostentation. Isabelle racontait l'école, ses projets d'étudier dur pour obtenir une bourse à l'université et comment elle voulait un jour offrir une vie plus facile à sa mère. Il était presque 20 heures quand elles entendirent des pas lents dans l'escalier. Isabelle connaissait ce bruit. Sa mère montait toujours les marches lentement en fin de journée, portant sur son dos le poids d'heures consécutives de travail pénible. « C'est ma mère », dit Isabelle en se levant pour ouvrir la porte. Marie Martin avait 42 ans mais en paraissait plus. Son visage, bien qu'encore joli, montrait des signes de fatigue chronique, et elle portait sur ses épaules une tension constante qui se manifestait dans sa façon de marcher et de bouger. Quand elle vit Hélène assise sur son canapé, elle s'arrêta net sur le seuil, l'air confus. « Isa, qui est cette dame ?»« Maman, c'est Madame Hélène. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui, » dit Isabelle, les yeux brillants d'excitation. Elle connaissait Papy Charles. Marie devint encore plus confuse. Elle entra lentement dans l'appartement, ferma la porte derrière elle et s'approcha avec précaution. « Elle connaissait mon père ? Comment ça ?» Hélène se leva respectueusement. « Madame Martin, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre fille m'a aidé aujourd'hui d'une manière qu'elle n'imagine même pas. Et quand nous avons découvert le lien avec votre père, eh bien, j'ai encore du mal à croire que cela arrive vraiment. » Marie regarda Hélène puis Isabelle, essayant de comprendre la situation. « Quel lien ? De quoi parlez-vous » C'est alors qu'Isabelle raconta toute l'histoire.
de la rencontre à l'arrêt de bus à la découverte sur son grand-père soldat. Marie écouta tout en silence, assise sur le bord de la chaise, les mains tremblant légèrement. Quand Isabelle eut fini de raconter, Marie regarda Hélène un long moment avant de parler. « Vous êtes en train de dire que mon père a sauvé votre mari pendant la guerre. C'est exactement ce que je dis, » confirma Hélène. « Et s'il s'agit bien du même Charles Martin, alors tout ce que ma famille a construit, toute notre prospérité, n'existe que grâce au courage de votre père. » Marie porta les mains à son visage, essayant d'assimiler cette information. « Mon père n'aimait jamais parler de la guerre. Il disait qu'il avait vu trop de choses, perdu trop d'amis. Mais parfois, quand il buvait un peu lors des fêtes de famille, il racontait quelques histoires. »« Parlait-il d'avoir sauvé quelqu'un » demanda Hélène. « Oui, il disait qu'il avait sorti un jeune homme d'un bâtiment qui s'effondrait, quelque part en Italie. Il disait toujours que ce n'était pas de l'héroïsme, que c'était juste le devoir d'un soldat de veiller sur un autre. » Marie fit une pause, s'essuyant les yeux du revers de la main. « Il est mort pauvre, vous savez. Il n'a jamais réussi. Ça a trouvé un bon travail après son retour de la guerre. Il est mort en travaillant comme concierge dans un immeuble de bureau, gagnant le salaire minimum. » Hélène eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Je ne savais pas. Nous l'avons cherché pendant des années, mais... » « Ce n'est pas grave, Madame Hélène, » dit Marie avec gentillesse. « Mon père était un homme bon. Il faisait ce qu'il pensait juste, sans rien attendre en retour. Je pense qu'il serait heureux de savoir qu'il a sauvé quelqu'un qui a eu une belle vie. » À ce moment, elles entendirent des pas lourds dans l'escalier suivis de coups agressifs à la porte. Marie et Isabelle se regardèrent avec appréhension. « Ça doit être Monsieur Durand, » murmura Marie, le propriétaire de l'immeuble. Les coups se répétèrent, plus forts et plus insistants. « Marie, ouvrez cette porte, je sais que vous êtes là. » Marie soupira profondément et alla ouvrir. Dehors se tenait un homme petit, gros et de mauvaise humeur, vêtu d'un t-shirt froissé et d'un pantalon de costume qui avait connu des jours meilleurs. « Monsieur Durand, bonsoir, » dit-elle en essayant de garder une voix calme. « Pas de bonsoir qui tienne, » répondit-il en poussant la porte et en entrant sans y être invité. « Vous savez pourquoi je suis là. Le loyer, Marie. Ça fait déjà 3 mois de retard. » Hélène observait la scène en silence, mais Isabelle pouvait voir un changement subtil dans son expression. Ses yeux devenaient plus durs, plus attentifs. « Je sais, Monsieur Durand, je vous en ai déjà parlé. J'ai réussi à mettre de côté 300 € de mon dernier ménage supplémentaire. C'est un début. 300 € cria-t-il. « Le loyer est de 800, Marie. Vous me devez 2400 €. Vous croyez que c'est une œuvre de charité ici ?»« S'il vous plaît, baissez la voix, » demanda Marie, regardant nerveusement Hélène. « J'ai de la visite. » Durand regarda Hélène pour la première fois, remarquant ses vêtements élégants et la manière distinguée dont elle était assise. « Ah, je vois. Vous avez de l'argent pour recevoir de la visite chic, mais pas pour payer le loyer. »« Ce n'est pas ça, commença Marie, mais il la coupa. « Si, c'est exactement ça. Écoutez, Marie, ma patience est à bout. Vous avez jusqu'à vendredi pour régler toute la dette, ou vous deux, vous serez à la rue. Et ce n'est pas la peine de pleurer ou d'inventer des excuses. » Hélène se leva lentement, et il y avait quelque chose dans sa posture qui fit taire Durand et le poussa à la regarder avec plus d'attention. « Excusez-moi, » dit-elle, d'une voix qui sonnait soudainement tout à fait différente. Il y avait là une autorité qui n'existait pas auparavant. « Vous avez dit qu'elles doivent 2400 €? Et en quoi ça vous regarde ?» répondit Durand, mais avec moins d'agressivité qu'auparavant. Hélène ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle ouvrit le petit sac qu'elle portait et en sortit une carte dorée. « Isabelle, ma chère, pourriez-vous me prêter votre téléphone? Je dois passer un appel. »« On n'a pas de téléphone fixe, Madame Hélène, » dit Isabelle. « Seulement le portable de ma mère. » Marie tendit son simple téléphone portable à Hélène, qui composa un numéro avec des doigts fermes et assurés. « C'est moi, » dit-elle au téléphone, d'une voix qui sonnait soudainement comme celle de quelqu'un habitué à donner des ordres importants. « J'ai besoin que tu viennes me chercher. Je suis au 215, rue des Camélias, appartement 23, à Montreuil. » Elle fit une pause. « Oui, je sais que c'est loin. Amène 2 voitures. Et Vincent, apporte aussi 15 000 € en espèces. » Durand, Marie et Isabelle la regardèrent en silence complet. Hélène raccrocha
et se tourna vers Durand avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous aurez votre argent, dit-elle calmement. Mais avant cela, nous allons avoir une conversation sur la manière dont vous traitez vos locataires. » Le silence qui suivit cet appel téléphonique était dense et chargé de tension. Durand regardait Hélène avec une expression qui mêlait méfiance et nervosité croissante. Marie et Isabelle restaient immobiles, essayant de comprendre ce qui se passait exactement dans leur petit appartement. Hélène se rassit sur le canapé, avec une posture qui semblait soudainement naturelle et confortable, comme si elle avait l'habitude de maîtriser n'importe quelle situation. Ses mains, qui tremblèrent de nervosité auparavant, reposaient maintenant calmement sur ses genoux. « Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, » dit-elle à Durand en désignant la chaise vide. « Nous allons attendre une vingtaine de minutes. Il pourrait être intéressant de discuter pendant ce temps. »« Discuter de quoi ?» demanda Durand, mais sa voix avait perdu toute son agressivité. Il y avait quelque chose dans la présence d'Hélène qui le mettait mal à l'aise. « De la façon dont vous gérez cet immeuble, par exemple, » répondit Hélène en regardant autour du petit appartement. « Isabelle m'a dit que la serrure de la porte d'entrée est cassée. Depuis des mois. Marie m'a dit qu'il y a des infiltrations au plafond de plusieurs appartements. Et maintenant, je vois que vous traitez vos locataires avec un manque total de respect. Écoutez, madame, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais... Je m'appelle Hélène Blanchard-Duval, l'interrompit-elle, d'une voix qui trancha l'air comme une lame. Et je sais exactement qui je suis. Marie laissa échapper un petit soupir. Duval ? Comme la famille Duval où je travaille. La même famille, confirma Hélène. En fait, c'est ma maison où vous travaillez, Marie. Bien que j'ai été en voyage ces dernières semaines, c'est pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés personnellement. Le monde d'Isabelle et de Marie sembla tourner autour d'elle. La femme âgée qu'Isabelle avait aidée dans le bus, qu'elle avait accueillie dans sa simple maison, qui avait bu du thé dans leurs tasses ébréchées, était la propriétaire de l'hôtel particulier où sa mère travaillait tous les jours. « Vous êtes Madame Hélène ?» murmura Marie en portant la main à sa poitrine. « Celle qui habite au dernier étage de l'hôtel particulier ? Celle qui a tous ces tableaux anciens et cette immense bibliothèque ? C'est moi, » répondit Hélène avec un sourire bienveillant. « Et vous, Marie, êtes l'employée la plus dévouée et la plus soigneuse que j'ai jamais eue. Ma maison n'a jamais été aussi bien entretenue que depuis que vous avez commencé à y travailler. » Isabelle avait l'impression de vivre un rêve, ou peut-être un de ces vieux films qui passaient à la télévision le dimanche après-midi, où des coïncidences impossibles se produisaient et changèrent la vie des gens pour toujours. Durand, quant à lui, était visiblement blême. « Blanchard Duval ?» répéta-t-il. « La famille qui possède l'entreprise de construction, qui a construit la moitié des immeubles du centre-ville. » « Entre autres affaires, » confirma Hélène, sans accorder beaucoup d'importance au sujet. « Mais pour le moment, je suis plus intéressé par votre façon de gérer cet immeuble. » Avant que Durand ne puisse répondre, le son de moteurs puissants résonna dans la rue en bas. C'étaient des voitures de luxe, leurs moteurs ronronnant avec la perfection que seul l'argent peut acheter. Par la fenêtre, Isabelle vit 2 berlines noires se garer devant l'immeuble. « Ils sont arrivés, » dit Hélène en se levant. « Isabelle, ma chère, pourriez-vous descendre avec moi ? J'ai quelques personnes à vous présenter. » Ils descendirent tous ensemble l'escalier en béton. Sur le trottoir, 4 hommes en costume sombre attendaient. L'un d'eux, plus grand et aux cheveux grisonnants, s'approcha d'Hélène avec une expression de profond soulagement. « Madame Hélène, Dieu merci, vous allez bien. Nous vous cherchions depuis des heures. Que s'est-il passé ?»« Une longue histoire, Vincent, » répondit Hélène. « Mais l'important, c'est que j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que ce que j'avais perdu. » Elle regarda affectueusement Isabelle et Marie. « J'ai trouvé une famille. » Vincent jeta un regard discret à Marie et Isabelle, essayant de comprendre la situation, mais ne posa pas de questions. C'était clairement un homme habitué à faire confiance au jugement d'Hélène sans discuter. « Vous avez demandé 15 000 €, dit-il en tendant une mallette en cuir à Hélène. « Parfait. Et faites également en sorte que cet immeuble soit expertisé immédiatement. Je veux une offre d'achat prête pour demain matin. » Hélène se tourna vers Durand qui se tenait à l'entrée de l'immeuble comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur Durand, voici les 2 400 € que Marie et Isabelle vous doivent, plus un supplément pour qu'elles soient à jour pour les 6 prochains mois. » Elle compta l'argent devant tout le monde et le tendit à un Durand complètement abasourdi. «
Considérez cela comme un paiement final. À partir de demain, cet immeuble aura une nouvelle administration. Vous ne pouvez pas simplement acheter l'immeuble, balbutia Durand. Je suis le syndic depuis 15 ans. Un syndic est élu par les copropriétaires, monsieur Durand. Un gestionnaire d'immeuble est engagé par le propriétaire, et j'ai l'intention d'être la nouvelle propriétaire. Hélène se tourna vers Vincent. Faites une offre généreuse, mais soyez clair sur le fait que c'est une offre unique, et incluez dans la négociation que tous les locataires actuels verront leur baux renégociés à des conditions plus justes. Marie était en état de choc complet. Madame Hélène, vous n'avez pas à... Vous ne pouvez pas dépenser cet argent pour nous. Je peux et je le ferai, dit Hélène avec détermination. Marie, vous et Isabelle, vous venez avec moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier des Duval fut surréaliste pour Isabelle. Elle était passée si souvent dans ces rues en bus, regardant toujours par les fenêtres les immenses maisons et imaginant la vie des gens qui y habitaient. Maintenant, elle était à l'intérieur d'une berline de luxe, accompagnée de la propriétaire d'une des plus grandes fortunes de la ville. L'hôtel particulier était encore plus impressionnant qu'Isabelle ne l'avait imaginé. 3 étages d'architecture classique, des jardins impeccables, une fontaine au centre de la cour d'entrée. Marie connaissait chaque recoin de cette maison. Mais la voir en tant qu'invitée, et non en tant qu'employée, était une expérience complètement différente. Hélène les conduisit directement à la bibliothèque, une pièce qu'Isabelle n'avait vue que dans les films. Des murs couverts de livres du sol au plafond, des fauteuils en cuir, une cheminée allumée et des tableaux anciens qui valaient probablement plus que ce que sa famille gagnerait en toute une vie. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Hélène en désignant les fauteuils confortables. « D'abord, je veux que vous sachiez que rien de ce que je fais n'est de la charité. C'est de la justice. C'est une dette que ma famille a envers la vôtre depuis plus de 70 ans. » Un des hommes en costume entra dans la bibliothèque avec un plateau de thé, de café et quelques pâtisseries. Hélène servit personnellement Marie et Isabelle, un geste qui les mit toutes deux encore plus mal à l'aise avec la situation. « Marie, » dit Hélène en s'asseyant en face d'elle, « je dois vous parler de votre travail. Pas ici, dans la maison, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui soit plus adapté à vos compétences. » Marie secoua la tête. « Madame Hélène, j'aime mon travail. Je sais que ce n'est pas glamour, mais je sais bien le faire. Je sais que vous savez bien le faire. C'est exactement pour ça que je veux vous offrir quelque chose de mieux. » Hélène fit une pause pour boire une gorgée de thé. « Marie, vous avez des compétences organisationnelles exceptionnelles. Votre attention aux détails est parfaite. Vous avez transformé ma maison en un lieu plus accueillant qu'il ne l'a jamais été. Ce ne sont pas des compétences de femme de ménage, ce sont des compétences de gestionnaire. » Gestionnaire ? Je veux que vous deveniez la gestionnaire générale de toutes mes propriétés résidentielles. J'ai 17 maisons réparties dans la ville, ainsi que quelques immeubles. Vous seriez responsable de coordonner l'entretien, de superviser le personnel de nettoyage et de veiller à ce que tout fonctionne parfaitement. Marie resta sans voix. Isabelle prit la main de sa mère, la sentant trembler. « Je ne sais pas si je saurais faire ça, » murmura Marie. « Bien sûr que si. Vous le faites déjà ici, mais de manière plus limitée. Et ne vous inquiétez pas pour la formation. Vincent travaillera avec vous les premières semaines pour vous enseigner la partie administrative. Le salaire de départ serait de 8 000 € par mois, avec une assurance santé complète pour vous et Isabelle. » Isabelle crut qu'elle allait s'évanouir. 8 000 €, c'était plus que ce que sa mère gagnait en 4 mois de travail acharné. « Et ce n'est pas tout, » continua Hélène. « Dans le cadre de ce poste, vous auriez droit à un logement dans l'une de mes propriétés. Il y a une petite maison, mais confortable, à Montmartre. 2 chambres, un salon, une cuisine entièrement équipée, un petit jardin avec quelques arbres fruitiers. Elle est déjà meublée et prête à être habitée. »« Madame Hélène, » dit Marie, des larmes commençant à couler sur son visage. « C'est trop. Je ne mérite pas. »« Vous méritez tout cela et bien plus encore, » l'interrompit Hélène. « Votre famille a donné la vie à la mienne, Marie. Sans votre père, je ne serais jamais né. Mes enfants ne seraient jamais nés. Rien de ce que nous avons construit n'existerait. Ce n'est pas de la générosité. C'est le minimum que je puisse faire. » Hélène se leva et se dirigea vers l'une des hautes étagères, d'où elle sortit une vieille boîte en bois.
Elle apporta la boîte là où elles étaient assises et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des médailles militaires et quelques documents jaunis par le temps. Mais ce qui attira l'attention d'Isabelle, ce furent 2 plaques de métal, exactement identiques à celles que sa mère gardait en souvenir de son grand-père. Celles-ci, dit Hélène en tenant les plaques avec révérence, sont les plaques d'identité militaire de mon mari. Et cette photographie a été prise en Italie 2 jours avant le bombardement qui a failli le tuer. Elle montra une photo en noir et blanc où 2 jeunes soldats posaient en souriant avec des uniformes sales et des visages fatigués, mais pleins de vie. L'un d'eux était clairement le mari d'Hélène, jeune et mince. L'autre, « Mon Dieu !» murmura Marie en prenant la photographie avec des mains tremblantes. « C'est mon père. C'est exactement comme les photos que j'ai de lui. » Isabelle regarda la photo et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le soldat, à côté du mari d'Hélène, avait les mêmes yeux qu'elle voyait dans le miroir tous les jours, la même forme de visage, le même sourire timide dont elle avait hérité. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette rencontre n'était pas une coïncidence, dit Hélène, la voix étranglée par l'émotion. C'était le destin. C'est la façon que la vie a trouvée de me permettre de rendre, même partiellement, ce que votre famille a fait pour la mienne. À ce moment, on sonna à la porte de l'hôtel particulier. Vincent apparut à la porte de la bibliothèque quelques minutes plus tard. « Madame Hélène, le docteur Lambert est arrivé, comme vous l'aviez demandé. »« Parfait. Faites-le entrer. » Le docteur Lambert était un homme d'âge moyen, élégamment vêtu, portant une mallette de médecin. Hélène fit rapidement les présentations. « Marie, j'aimerais que le docteur examine votre dos. J'ai remarqué que vous avez des douleurs quand vous travaillez, et je veux m'assurer que vous allez bien avant de prendre vos nouvelles fonctions. » L'examen fut rapide et minutieux. Le docteur Lambert demanda à Marie de faire quelques mouvements, examina sa posture et lui posa plusieurs questions sur les douleurs qu'elle ressentait. « Madame Martin, dit-il finalement, vous avez 3 hernies discales lombaires. Rien qui ne puisse être traité, mais il est essentiel que vous arrêtiez immédiatement les travaux qui exigent un effort physique important. Si vous continuez, dans 2 ou 3 ans, vous pourriez perdre la capacité de marcher. » Marie porta la main à sa bouche, choquée. Hélène s'approcha et lui prit l'autre main. « Maintenant, vous voyez pourquoi ce changement n'est pas seulement de la générosité, dit Hélène doucement. C'est une nécessité. Vous avez besoin d'un travail qui préserve votre santé, et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour s'occuper de mes affaires. C'est parfait. » Le docteur Lambert prescrivit quelques médicaments et de la kinésithérapie, le tout pris en charge par l'assurance santé qu'Hélène avait mentionnée. Quand il fut parti, Hélène se tourna vers Marie et Isabelle avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Alors, c'est officiel? Vous acceptez ma proposition ?» Marie regarda Isabelle, qui hocha vigoureusement la tête. Puis, elle se tourna vers Hélène, essuya les larmes de ses yeux et sourit. « Nous acceptons. Et merci, Madame Hélène. Merci pour tout. »« Ne me remerciez pas, » répondit Hélène. « Remerciez votre père, le courageux soldat qui a donné à ma famille la chance d'exister. Tout ce que je fais, c'est honorer sa mémoire. » Ce soir-là, quand elles retournèrent enfin à l'appartement pour faire leurs valises, Marie et Isabelle restèrent éveillées tard, parlant de tout ce qui s'était passé. C'était comme si elles avaient franchi un portail vers une vie entièrement nouvelle, une vie qu'elles n'avaient même pas imaginée possible dans leurs rêves les plus optimistes. « Maman, » dit Isabelle avant de s'endormir, « tu crois que Papy Charles savait qu'un jour ça arriverait ?» Marie sourit et embrassa le front de sa fille. « Je crois que ton grand-père a toujours su que faire ce qui est juste a de bonnes conséquences, ma fille. Il a semé des graines de bonté qui portent maintenant des fruits que même lui n'aurait pu imaginer. » Et tandis qu'elles s'endormaient pour la dernière fois dans ce petit appartement rempli d'amour, elles avaient toutes 2 la certitude que leur vie avait changé pour toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette froide après-midi de novembre qui avait changé à jamais le destin de la famille Martin. Le printemps de mai était arrivé, doux et doré sur Paris, peignant les arbres de Montmartre de teintes chaudes qui s'accordaient parfaitement à la nouvelle réalité que vivaient Isabelle et Marie. La maison qu'elles appelaient maintenant leur foyer était un petit rêve devenu réalité. 2 chambres douillettes,
Un grand salon avec des canapés confortables, une cuisine entièrement équipée où Marie pouvait enfin cuisiner avec plaisir au lieu de se presser, et un petit jardin avec un manguier, un citronnier et des parterres où Isabelle avait planté des fleurs colorées. Les matins apportaient à l'odeur du café frais et le son des oiseaux qui nichaient dans les branches du manguier. Marie était méconnaissable, pas seulement physiquement, bien que les mois de kinésithérapie et un travail moins pénible aient soulagé ses maux de dos et rendu ses mouvements plus légers. C'était toute sa posture qui avait changé. Elle marchait maintenant droite, avec confiance, portant une mallette en cuir où elle gardait des feuilles de calcul, des contrats et des rapports de maintenance des propriétés qu'elle gérait. Ses yeux brillaient de la satisfaction de celle qui avait découvert des talents qu'elle ne savait même pas posséder. « Bonjour, ma gestionnaire préférée », plaisanta Isabelle en entrant dans la cuisine ce jeudi matin. Vêtue de l'uniforme bleu marine du lycée Fénelon, l'une des meilleures écoles privées de la ville. « Bonjour, mon étudiante préférée », répondit Marie, servant un café au lait crémeux et posant sur la table des croissants chauds, des fruits frais et de la confiture maison. « Comment s'est passé l'interro d'histoire hier ?»« Je pense que ça a été, » dit Isabelle en s'asseyant à table et en souriant. Le prof a posé des questions sur la participation de la France à la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai fini par raconter l'histoire de Papy Charles. Il a été tellement intéressé qu'il m'a demandé de faire une présentation sur les héros anonymes de la guerre pour la classe la semaine prochaine. Marie sourit avec fierté. Au cours des derniers mois, elle avait vu sa fille s'épanouir d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Isabelle n'était plus seulement une fille intelligente, luttant contre les contraintes financières. Elle avait désormais accès aux meilleurs professeurs, à des cours de soutien, à une bibliothèque privée à l'école et même à des cours de guitare les mardis et jeudis après-midi. Ses rêves d'université n'étaient plus de lointains espoirs, mais des objectifs réalisables, avec de la planification et du dévouement. « Madame Hélène a dit qu'elle déjeunerait avec nous dimanche, » commenta Marie. « Elle veut savoir comment tu t'adaptes à tes cours. »« J'adore ça, » répondit Isabelle. « Qui aurait cru qu'un jour j'apprendrais le français? Parfois, j'ai encore l'impression de rêver, maman. »« Moi aussi, ma fille. Parfois, je me réveille le matin et il me faut quelques secondes pour me souvenir où je suis. » C'était vrai, la vie avait changé si radicalement que cela semblait parfois irréel. Marie travaillait désormais dans un bureau moderne et climatisé, coordonnant une équipe de 15 personnes responsables de l'entretien de toutes les propriétés d'Hélène. Elle avait découvert qu'elle possédait un talent naturel pour l'organisation et le leadership, des qualités qui étaient restées cachées pendant des années derrière la nécessité de simplement survivre. Le salaire de 8 000 € était passé à 10 000 après seulement 3 mois, quand Hélène avait réalisé l'efficacité avec laquelle Marie gérait tout. Elles avaient un compte épargne qui grossissait chaque mois, chose que Marie n'aurait jamais cru possible. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait planifier l'avenir au lieu de simplement réagir aux urgences du présent. « Maman, je peux te poser une question qui me trotte toujours dans la tête ?» dit Isabelle en terminant son café. « Bien sûr, ma fille. Tu penses que si je n'avais pas payé le ticket de Madame Hélène ce jour-là, notre vie serait toujours la même ?» Marie s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. C'était quelque chose qu'elle s'était souvent demandé au cours de ces mois. « Tu sais, Isa, je pense que la vie a une drôle de façon de récompenser les bonnes personnes au bon moment. Tu as toujours été une bonne fille. Tu as toujours aidé quand tu le pouvais. Tu as toujours traité tout le monde avec respect. Ce jour-là dans le bus n'était qu'un exemple de plus de qui tu es. Mais si j'avais gardé l'argent, si je n'avais pensé qu'à nous, alors peut-être que la vie aurait trouvé un autre moyen de nous récompenser. Ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, tu as fait ce qu'il fallait pour la bonne raison, sans rien attendre. Sans retour, et c'est ça qui compte. » Isabelle hocha la tête, encore en train d'assimiler les changements monumentaux qu'une simple décision avait déclenchés. Dans la poche de sa jupe d'uniforme, ses doigts jouaient avec 2 petits objets qu'elle portait toujours sur elle, les plaques d'identité militaire de son grand-père et la pièce américaine de 25 cents. 2 petits héritages qui représentaient d'énormes valeurs. Cet après-midi-là, après les cours, Isabelle se promenait à Montmartre quand elle vit un homme âgé assis sur un banc de la place. Il portait des vêtements simples mais propres et il y avait dans sa posture quelque chose qui suggérait la dignité, malgré des difficultés évidentes.
À côté de lui, un sac en plastique contenait quelques effets personnels. Isabelle s'approcha avec hésitation. « Monsieur, tout va bien ?» L'homme leva les yeux, qui étaient bleus et bienveillants, bien que fatigués. « Oui, merci, ma petite. Je me repose un peu. Vous habitez dans le quartier ?» Il hésita avant de répondre. « En fait, je n'ai pas d'endroit où rester pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, ma petite. J'ai connu pire. » Isabelle sentit quelque chose de familier s'agiter en elle. C'était le même sentiment qu'elle avait éprouvé à l'arrêt de bus 6 mois plus tôt, en voyant Hélène être traitée avec mépris. « Avez-vous faim ? Il y a un restaurant juste au coin de la rue. »« Je vous remercie, mais je n'ai pas de quoi payer. » Isabelle sourit et sortit son portefeuille. Depuis quelques mois, Marie avait commencé à lui donner de l'argent de poche, chose impensable auparavant. C'était 50 € par semaine pour ses goûters et ses petites dépenses personnelles. « Ne vous inquiétez pas pour ça, on y va ?» Ils marchèrent ensemble jusqu'au petit restaurant du coin, où Isabelle commanda 2 plats du jour. En attendant leur commande, l'homme raconta son histoire. C'était un ancien combattant, non pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de conflits plus récents. Il avait perdu sa pension militaire à cause de problèmes administratifs et essayait de régler la situation, mais vivait dans la rue en attendant. « Depuis combien de temps vous battez-vous pour régler ça ?» demanda Isabelle. « 3 mois déjà. Mais je n'abandonne pas. J'ai appris à la guerre que renoncer n'est jamais une option. » Isabelle réfléchit un instant, puis sortit de sa poche une carte qu'Hélène lui avait donnée quelques semaines plus tôt. « Monsieur, la propriétaire de cette carte a beaucoup d'avocats qui travaillent pour elle. Si vous le souhaitez, je peux lui parler de votre cas. Peut-être qu'elle pourra vous aider. » L'homme regarda la carte avec surprise. Hélène Blanchard-Duval, l'entrepreneuse, la dame qui nous a aidés quand nous en avions le plus besoin. Elle dit toujours que ceux qui peuvent aider doivent le faire. 2 semaines plus tard, l'ancien combattant avait récupéré sa pension et obtenu un petit appartement digne. Hélène n'avait pas seulement fourni une assistance juridique gratuite, mais avait également créé un programme de soutien aux anciens combattants en difficulté. La graine de la bonté continuait de germer et de se multiplier. C'était dimanche, et comme c'était devenu une tradition, Isabelle et Marie déjeunaient à l'hôtel particulier avec Hélène. La table de la salle à manger, qui semblait autrefois intimidante et formelle, était maintenant un lieu de conversation chaleureuse et de rire sincère. « Alors, ma chère Isabelle, » dit Hélène en servant un peu plus de dessert, « racontez-moi cette présentation à l'école sur les héros anonymes. » « C'était incroyable, Madame Hélène. J'ai raconté l'histoire de Papy Charles, mais j'ai aussi parlé d'autres personnes. De la dame qui distribue des repas chauds tous les dimanches sur la place, du monsieur qui apprend aux enfants défavorisés à jouer aux échecs au centre communautaire. J'ai parlé de la façon dont l'héroïsme n'a rien à voir avec la célébrité, mais avec le fait de faire une différence dans la vie des gens. » Hélène sourit, visiblement émue. « Et quelle a été la réaction de la classe ? » Ils ont été super intéressés. Certains ont même décidé de chercher des moyens d'aider d'autres personnes dans leur communauté. La prof a dit qu'elle allait faire un projet sur ce sujet le semestre prochain. « Merveilleux, » dit Hélène. « Vous semez des graines importantes, ma chère. » Après le déjeuner, Hélène appela Isabelle pour une conversation privée dans la bibliothèque. C'était un rituel qui s'était établi au cours des derniers mois, des moments intimes où elle parlait de rêves, de projets et de la vie en général. « Isabelle, il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit Hélène en se dirigeant vers la même boîte en bois d'où elle avait sorti les photos de son mari 6 mois plus tôt. Elle retira avec précaution un petit cadre contenant 2 plaques d'identité militaire jaunies par le temps. Elles étaient identiques à celles qu'Isabelle portait dans sa poche. « Ce sont les plaques de mon mari. Les originales sont restées avec lui à sa mort. Elles sont enterrées avec son corps. Mais il portait toujours ses copies, qui étaient pour les urgences. » Hélène tenait les plaques avec révérence. Il m'a dit un jour qu'elles étaient son lien avec l'homme qui l'avait sauvé, que tant qu'il les porterait, il n'oublierait jamais la dette que nous avions. Isabelle sortit de sa poche les plaques de son grand-père, les plaçant côte à côte avec celles du mari d'Hélène. Elles dataient d'époques légèrement différentes, mais représentaient la même chose. Des hommes qui avaient servi avec honneur, qui avaient fait des sacrifices pour des causes plus grandes qu'eux-mêmes. « Vous savez, ma chère, » continua Hélène,
Pendant tous ces mois, j'ai réfléchi à la façon dont la vie a ses cycles. Votre grand-père a sauvé mon mari. Vous m'avez sauvé. Et maintenant, à travers vous, j'apprends à voir le monde d'une manière différente. Comment ça? Vous m'avez rappelé que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de faire pour les autres. Au cours des 6 derniers mois, j'ai aidé plus de personnes qu'au cours des 10 dernières années. Et tout a commencé parce qu'une fillette de 12 ans a eu le courage de dépenser ses 5 derniers euros pour un ticket de bus pour une inconnue. Hélène fit une pause, regardant par la fenêtre de la bibliothèque, les jardins où Marie se promenait tranquillement. « Il y a autre chose que je veux vous dire, Isabelle. La semaine prochaine, je vais annoncer la création de la Fondation Charles Martin en l'honneur de votre grand-père. Elle sera dédiée à aider les familles en situation de vulnérabilité à trouver des opportunités de croissance et de développement. Marie en sera la directrice exécutive, si elle accepte. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. Le nom de papy sur une fondation? Le nom d'un véritable héros. Et vous, quand vous aurez votre bac, si vous le souhaitez, vous pourrez travailler à la fondation pendant les vacances universitaires. Considérez cela comme une sorte de stage. Vous êtes sûr que je vais réussir à entrer à l'université? Hélène rit doucement. Ma chère, avec vos notes actuelles et le programme de préparation que nous avons mis en place, vous n'allez pas seulement entrer à l'université. Vous entrerez dans l'université de votre choix. Médecine, droit, ingénierie, histoire, le chemin que vous désirerez suivre. Ce soir-là, de retour à la maison, Isabelle et Marie restèrent dans le jardin à observer les étoiles. C'était quelque chose qu'elles avaient commencé à faire les nuits claires, un moment de gratitude et de réflexion sur le chemin parcouru. « Maman, tu te souviens quand on habitait dans le petit appartement et qu'il manquait parfois même de l'argent pour le lait? »« Oui, je m'en souviens, ma fille. Cette époque te manque ?» Marie réfléchit attentivement avant de répondre. « Tu sais, Isa, les difficultés ne me manquent pas, ni les nuits où je restais éveillé à m'inquiéter pour les factures. Mais j'ai une douce nostalgie de cette intimité que nous avions, de cette façon de nous unir contre l'adversité. Mais on s'unit toujours, maman. Sauf que maintenant, c'est pour construire de belles choses, pas pour survivre. C'est vrai. Et tu sais ce qui a changé d'autre? Je n'ai plus peur de l'avenir. Avant, je vivais au jour le jour parce que je ne pouvais pas imaginer un lendemain meilleur. Maintenant, je fais des projets, je rêve de tes études à l'université, j'imagine les endroits que nous visiterons ensemble. » Isabelle sortit de sa poche la pièce de 25 cents qu'elle portait toujours sur elle. Sous la lumière de la lune, elle brillait doucement, petite mais significative. « Tu sais, maman, parfois je pense à cette petite pièce. Papy a dit qu'un jour j'en comprendrais la valeur. Maintenant je comprends. » Comment ça? Elle ne vaut pas 25 cents. Elle vaut le souvenir que de petits gestes peuvent tout changer. Le jour où j'ai rencontré Madame Hélène, j'ai dépensé 5 euros et cette pièce pour 2 tickets de bus. Ça semblait peu, mais ça a acheté bien plus qu'un voyage. Ça a acheté un avenir tout entier. Marie serra sa fille dans ses bras, sentant une paix profonde envahir son cœur. Ton grand-père serait très fier de toi, Isa. Très fier de savoir que la bonté qu'il a semée continue de grandir. Et elle continuera de grandir, maman. On va faire la différence dans la vie d'autres personnes, comme Madame Hélène l'a fait dans la nôtre. C'est une chaîne qui ne doit jamais s'arrêter. Elles restèrent là quelques minutes de plus, en silence, observant les étoiles et pensant à tout ce qu'elles avaient accompli. Pas seulement la maison confortable, le travail digne ou l'éducation de qualité, mais la certitude qu'elles étaient capables de transformer les rêves en réalité, que de petits actes de bonté peuvent engendrer des révolutions silencieuses, que chaque personne porte en elle le pouvoir de changer le monde, une décision courageuse à la fois. Le lendemain matin, Isabelle se leva tôt et se prépara pour une nouvelle journée de cours. Pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, sa mère était déjà au téléphone, coordonnant les travaux de maintenance d'un des immeubles. C'était une nouvelle routine, mais qui semblait déjà naturelle, comme si elles avaient toujours vécu ainsi. Avant de partir pour l'école, Isabelle s'arrêta devant le petit miroir du couloir et vérifia qu'elle avait tout dans son sac. Livres, cahiers, la boîte à lunch que sa mère avait préparée avec soin. Et dans sa poche, comme toujours, les 2 petits souvenirs qui la reliaient à son histoire. Les plaques d'identité de son grand-père Charles et la pièce américaine de 25 cents. C'étaient de petits objets porteurs de grandes significations.
La preuve que les héros existent partout, que la bonté est un choix quotidien, et que parfois, une simple pièce peut valoir bien plus que sa valeur nominale. Elle peut valoir un avenir tout entier, une famille transformée, et la certitude que faire ce qui est juste est toujours payant, même si la récompense tarde à venir. En marchant vers l'arrêt de bus, non plus par nécessité, mais parce qu'elle aimait la promenade matinale dans les rues de Montmartre, Isabelle souriait en pensant à tout ce que l'avenir pouvait lui réserver. L'université, une carrière, sa propre famille un jour. Mais, quel que soit le chemin qu'elle choisirait, une chose était sûre, elle porterait toujours en elle les leçons de cette froide après-midi de novembre, où elle avait appris que de petits gestes peuvent déplacer des montagnes et que la bonté est l'investissement qui rapporte toujours les meilleurs dividendes. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Isabelle, Marie et Hélène a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de transformation, par cette preuve que de petits gestes peuvent changer des destins entiers, laissez votre like ci-dessous pour que nous sachions que nous avons réussi à transmettre ce message d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne, car chaque jour nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus beau et le plus puissant de l'âme humaine. Commentez ci-dessous quel moment vous a le plus touché, que ce soit la rencontre dans le bus, la révélation sur le grand-père Charles ou la transformation finale de la famille. Vos mots nous inspirent à continuer de raconter ces histoires qui nous rappellent que, dans le monde réel, la bonté trouve toujours un moyen d'être récompensée. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et ravivera votre foi dans le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion.